Bon, alors là, je vous propose de démarrer dans Illustrator et nous allons dans Illustrator faire un objet 3D et essayer de le récupérer dans Adobe Dimension après. On va commencer par un objet 3D à bord lisse. Il n'y aura pas de cassure dans l'objet. Déjà, comment faire un objet qui n'a pas de cassure, c'est intéressant. Bon, pour la démonstration, je vais faire passer Illustrator en version interface claire. Pas celle-là. C'est justement celle qu'il ne faut pas utiliser dans Illustrator parce qu'elle pose des problèmes dans la palette des calques. Il y a des choses, des petites cibles grises sur les objets qui indiquent qu'il y a un aspect ne sont pas visibles quand on utilise celle-là. Donc, je vais prendre la plus claire. Voilà. Donc, vous êtes dans Illustrator, vous faites un nouveau document. Bon, alors là, il me propose un document de 2048 pixels sur 2048. Précédemment, nous avions créé, si vous vous souvenez, pour accueillir le déploiement UV qui venait de Dimension, on avait créé un document de 2048 sur 2048. Ça n'a aucune importance, en fait, quelle est la dimension du document Illustrator que vous allez faire là, puisqu'on va faire un objet 3D, ça va être du vectoriel, donc il n'y a pas de problème. Vous pouvez même avoir autre chose que 2048 sur 2048, donc. Un A4, format de lettre, horizontal, vertical, peu importe. Alors, dans Illustrator, vous allez faire un repère vertical. Donc, vous allez faire apparaître les règles. Donc, commande R sur le Mac, contrôle R sur le PC. C'est ce qui correspond donc évidemment à affichage. Et on a affichage quoi? Affichage... où est-ce qu'elles sont d'ailleurs? Règles. Affichage règles. Afficher les règles, donc le raccourci. Voilà. Et donc, il va falloir positionner le pointeur, bien sûr, sur... Waouh! Ah! Ça, c'est la barre, le dock qui est sur le côté, c'est ennuyeux, mais c'est pas grave, on va y arriver. Donc, le pointeur sur le repère, j'enfonce, je tire, voilà. Je pointe, le cochonnet. Et il n'arrive plus à bouger, celui-là. OK. Mais j'arrive plus à bouger de repère, c'est ennuyeux. Pourquoi? Ah, ben parce qu'il faut que je prenne la flèche noire, idiot. Non, même avec la flèche noire, j'y arrive pas. Pourquoi je ne sélectionne pas? Ils sont verrouillés, peut-être. Affichage... Je vois qu'on peut cliquer droit, non. Ouais, mais il n'y a pas de raison qu'il soit verrouillé. Mais Non, clic droit, non. Eh ben, vous arrivez à le bouger, vous? Une fois qu'il est mis? ben, il était... Ah, mais il est peut-être sur un calque... Bon, eh ben ça commence. On voit qu'on peut cliquer droit, là. Ah oui. Il sonne. Déverrou... Mais pourquoi est-ce qu'il est verrouillé d'office? Je me souviens pas que ça c'était comme ça. Bon, merci pour la petite aide, mais voilà, ils étaient verrouillés d'office. Pourquoi? Ok, je le mets à peu près au centre, ça n'a pas d'importance. Enfin, on peut même le mettre carrément au centre, voilà. Palette des calques. Je vais verrouiller le calque et je vais travailler sur un autre calque. Et alors, on va dessiner un vase, une espèce de vase, de flacon. C'est ce que je vous propose là. Avec la plume. Si ça m'a fait. Donc, avec la plume, éventuellement, touche verrouillage majuscule pour avoir le pointeur précis. Et on va dessiner le profil. Donc, je démarre avec un point sur le repère. Je clique tout simplement sans mot et puis je lâche le bouton à souris. Puis, avec la touche Shift enfoncée, je vais aller cliquer pour faire une... Attendez, stop. Avec la touche Shift enfoncée, je clique, j'enfonce la souris et je bouge, parce que je vais créer une tangente ici, absolument. Sinon il y aura des cassures dans le tracé. Hein. Il me faut absolument la tangente. Et puis, je vais continuer plus loin. Voilà. Petite tangente, touche commande du Mac ou contrôle du PC, et j'ajuste à chaque fois. Voilà. OK? Donc, normalement, si je fais chaque fois une tangente, j'ai un tracé sans cassure. C'est le principe de la tangente, en fait. Hein.
Voilà, et puis je vais revenir ici avec la touche Shift éventuellement. Voilà, et puis je vais aller là, cliquer, et voilà, j'ai mon profil de vase ou de flacon, peu importe, et on pourra le modifier après, bien sûr. Est-ce que quelqu'un veut que je répète la procédure? Bon, je vais déjà enregistrer le document. Là, flacon 01. OK. Je sélectionne avec la flèche noire l'entièreté du tracé et je vais aller chercher la 3D. Alors, la 3D, dans le menu Effet 3D, vous avez ici 3D classique avec les 3 types de création d'objets 3D, révolution, rotation, extrusion. Mais sinon, on peut prendre les nouvelles méthodes 3D. C'est juste la même chose, mais présentée sur un panneau. Révolution, par exemple. Et oui, ça paraît logique. Ici, il ne s'agit pas de prendre un texte et de l'épaissir. Il s'agit de créer un objet rond au départ d'un profil. Ça va être une révolution. Alors déjà, vous pourriez... Donc vous êtes dans la partie révolution, en principe. Hein, là, sur le panneau qui s'est ouvert. Vous pourriez déjà voir l'objet avec de la couleur, mais chez moi, il se trouve que l'objet n'a aucune couleur de contour et de fond, donc je vais lui mettre une couleur de fond par le nuancier. Voilà, on voit l'objet. Alors, si vous mettez une couleur de contour, la couleur de fond va disparaître. Par exemple, si je mets ici ça, voilà, la couleur que vous aviez choisie disparaît. C'est pas bon, ne mettez pas de couleur de contour. Donc, ce qu'on vient de faire, une fois que le tracé était sélectionné avec la flèche noire, donc tous les points étaient sélectionnés, on est allé dans le menu Effet, 3D, et on a choisi Révolution, ce qui nous a ouvert le panneau. Et en fait, ça veut juste dire que ceci est enclenché. Because Vous n'avez pas eu un truc comme ça à la place? Parce que là, c'est le sens de décalage. Hein. Parce que moi, j'ai dessiné sur la droite du repère vertical. Ceux qui ont dessiné sur la gauche, il n'est pas certain que vous ne devrez pas aller modifier ici pour indiquer où est l'axe de révolution. Bon, ben voilà, je vais enregistrer ça. Le fichier Illustrator. Et alors, on va exporter l'objet pour dimension. Donc, l'idée, c'est que pendant que votre objet là, enfin, en tout cas son profil est sélectionné, vous cliquez sur exportation de l'objet 3D, ce qui ouvre le panneau exportation de fichiers. Dans le panneau exportation de fichiers, paramètres d'exportation, vous avez tous les formats dans lesquels cet objet 3D va être exporté. Et ce qui nous intéresse, c'est qu'il y ait un des formats qui soit le OBJ. C'est un format 3D très vieux de Alias Webfront, de la 3D des années 80. C'est du basique. Alors ceci, je peux le retirer, le USDA. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est le OBJ. Donc vous êtes d'accord, vous avez ça. Vous cliquez sur exporter. Vous décidez dans quel dossier vous l'exportez. Et si vous allez voir dans le dossier sur le disque dur, vous avez un dossier OBJ avec un point .obj. Et ça, c'est pour la texture. Très simple ici. Le MTL, là, c'est le OBJ qui nous intéresse principalement. À partir de là, vous pouvez laisser Illustrator ouvert et on va aller dans Adobe Dimension.
Donc, il est possible d'ouvrir directement le fichier OBJ, mais on peut aussi l'amener dans une scène qu'on va créer. Donc, créer la scène, par exemple, dans Adobe Dimension. Créer la nouvelle scène, voilà. Et vous allez faire fichier, importer, modèle 3D. Et vous allez chercher l'OBJ que vous ouvrez. Le voilà. Je vous rappelle, clic droit de la souris permet de tourner autour. Et la petite icône ici permet de faire en sorte que l'objet soit posé sur le sol. Parce que par défaut, le pivot, le petit gizmo là, est en bas de l'objet. Et donc, si on fait ça, on le voit posé sur le sol. Il n'est plus vu en entier. Je vous rappelle qu'on a l'icône ici pour voir en entier, ou alors la touche F sur le clavier marche aussi. La bête touche F vous permet de voir l'objet sur lequel on est en train de travailler, l'objet sélectionné, de le voir donc en entier. Roulette pour s'éloigner un peu, et voilà votre objet 3D qui vient de Illustrator. Et vous allez pouvoir lui mettre donc dans les ressources pour démarrer, dans les textures ici, vous allez pouvoir lui mettre différentes textures, vous testez. Voilà. Du métal, par exemple. Je vous rappelle que les matières substances sont beaucoup plus évoluées que les premières matières du dessus, les matériaux standards. Donc, pour obtenir vraiment quelque chose de très réaliste et sympa, les matières substances, c'est pas mal. Et bien sûr, il y en a qui sont disponibles sur Adobe Stock, des matières substances. Tiens, cuir perforé. Voilà. Ouais, pour celui-là, il y a une partie du panneau là qui permet de gérer les perforations. Oui, pour les matières substances, il y a des choses spécifiques à la matière pour pouvoir la personnaliser, bien sûr. Donc, carrelage en nid d'abeille chez toi, dans le bas du flacon, ça ne va pas. Alors, tu as des cassures. Alors, ça peut être dû au fait qu'il n'y a pas de tangente à un certain endroit dans ton objet, peut-être. Donc, il faudrait peut-être retourner dans Illustrator et voir. Il faudrait peut-être voir avec la flèche blanche, là, quand tu cliques sur chacun des points, est-ce que tu as bien une moitié de tangente de chaque côté? Sinon, avec l'outil point d'ancrage, qui est derrière la plume, enfin, qu'on obtient aussi quand on est à la plume, si on enfonce la touche Alt, il va falloir cliquer sur le point pour lui enlever cette tangente, puis, avec le même outil, remettre dans le bon sens une tangente. Dans le bon sens, hein, pas un nœud comme ça, mais dans le bon sens. Voilà, donc ça pourrait venir de là. Donc ce que tu peux faire, c'est corriger le tracé, donc vérifier qu'avec la flèche blanche, qu'il y a bien 2 moitiés de tangente de chaque côté de chaque point de l'objet 3D. Et puis réexporter. Vous pourriez aussi tester ceci, vous pourriez tester la modification de l'objet 3D tant que vous y êtes. Donc par exemple, un trou sur le dessus du flacon. 2, 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 2. Ce serait bien que le point là soit vraiment sur l'axe. 2, 2, 2, 2, 2. Alors, commande Y pour ne plus voir la 3D. Voilà. Donc, commande Y pour ne plus voir la 3D, parce que sinon ça devient très lent, surtout sur des machines comme la mienne qui est un peu lente. Ça correspond évidemment à affichage aperçu. Voilà.
Donc, je vais réexporter l'objet 3D. Le voilà. Ouais, au format OBJ, dans les paramètres d'exportation. Flacon 3D de Illustrator. Voilà, c'est fait. Alors, au niveau du disque dur, ça arrive dans le dossier OBJ qui avait été créé précédemment. Donc, on a, moi, dans ce cas-ci, tiens, fichier 3, .obj. Barre d'espacement pour la preview, et on voit l'objet. On peut même le tourner sur le Mac. Bien, donc, dans Dimension, j'importe le modèle. Ça. Je le mets sur le sol. Je le bouge. Je vous rappelle, roulette de la souris, si on l'enfonce, on peut bouger la caméra. Bon, ben dans Illustrator, je vais faire le bouchon. Ah oui, on va faire le bouchon. Tant qu'à faire. Donc le plus simple, ce serait peut-être de verrouiller cet objet-là. Objet verrouillé sélection. De passer en commande Y. Donc affichage tracé. Et avec la plume, d'aller faire un simili bouchon, quoi. Par le même principe. Clique sur le repère. Avec la touche Shift enfoncée, cliquez, bougez pour faire une tangente. Voilà. Et puis, on continue, cliquez, bougez pour les tangentes. Puis je termine là. Donc ça peut être le profil du bouchon, que je peux bien sûr agrandir avec l'outil de transformation. OK. Et puis je fais la révolution. C'est Manu qui va être content. Et puis je fais un commande Y. Et voilà le bouchon. Je peux lui donner une couleur différente tant que j'y suis. Peu importe, puisque de toute façon, on lui mettra une texture après. OK. Puis, exportation de l'objet 3D. C'est très rudimentaire, évidemment, ceux qui connaissent les vrais logiciels 3D, vous pourriez vous poser la question, tiens, est-ce que dans Illustrator, on peut fusionner deux objets par opération booléenne? Mais je pense même pas que ce soit possible, en fait. Je pense même pas que ce soit possible de fusionner deux objets dans Illustrator pour faire des choses complexes. Non. OK, OBJ, exporter.
Je vais dans Dimension et j'importe cet objet. Le voilà. Bon, je teste en lui mettant une texture. Qu'est-ce que c'est moche? Je pensais plutôt à un étron, mais bon. Bon, alors, j'ai toujours le réflexe dans Dimension de faire Alt roulette pour zoomer en arrière, mais non. Alt roulette, c'est le canevas que je zoome en arrière. Donc, si jamais j'ai foiré, il faudra modifier le pourcentage là. Non, vraiment, c'est juste la touche Alt, évidemment. Évidemment, si vous n'aviez pas bougé les objets importés, il est arrivé parfaitement dans l'axe. Et il a suffi de le monter pour qu'il aille boucher le flacon. Mais là, comme j'ai bougé tous mes objets, il va falloir arriver à mettre le bouchon parfaitement dans l'axe d'un de mes deux vases ici. Bon, pour ça, il va falloir que je sélectionne les deux objets, le vase et le bouchon. Donc, je clique sur le premier objet, voilà, il est sélectionné. Avec la touche Shift, je clique sur le second. L'axe qui apparaît, le gizmo, c'est au centre des deux objets qui sont actuellement sélectionnés. Bien sûr, vous auriez pu ici, dans la scène, faire clic, majuscule clic, clic, Shift clic, ça aurait fonctionné aussi. Il faut qu'ils soient tous les deux sélectionnés. Et puis, on va utiliser la fonction d'alignement qu'on a utilisée l'autre jour dans les actions, là. Avec les aligner sur cet axe-là, X, les aligner sur cet axe-là, voilà, il est parfaitement centré. Il va suffire que je le remonte, donc je vais activer seulement cet objet-là. C'est lequel d'ailleurs? Avec le petit œil ici, je vais voir si je suis sur le bon. Non, c'est pas le bon. C'est l'autre, le bouchon. Ouais, je vais le renommer d'ailleurs. Pas bougion, idiot. Bouchon, voilà. Avec le petit œil, je vois que c'est bien celui-là, oui. Ok. Donc, je sélectionne le bouchon et avec l'axe ici, en Y, je vais le remonter. Et voilà. Oh non, c'est bon. Bouchon. Et voilà. Si c'est pas joli, ça. Bon, ben, si je mettais sur cet objet-là une étiquette, vous vous souvenez comment on fait? Oui, on pourrait exporter les UV. Objet, générer des UV, objet, exporter les UV, et puis on ouvre le fichier Photoshop dans Photoshop. Bon, ça, c'est la méthode avec le gros bazooka, mais sinon, il y a la méthode la plus simple. Fichier, importer, placer l'image sur le modèle. Et là, je sais que précédemment, nous avions créé une étiquette, donc je vais la réutiliser. Étiquette. Vous vous souvenez de l'étiquette de savon? C'était visiblement au cours 12. Sinon, vous faites une étiquette, peu importe, vite fait. Alors, il prend un peu de temps pour la mettre. Pourquoi? Ah, ok. Placer une image sur le modèle. Tu n'arrives pas à placer une image sur le modèle, c'est grisé. Est-ce que
comment dire, est-ce que ton modèle est vraiment sélectionné? Oui. C'est un modèle qui vient d'Illustrator, là, alors? C'est bon. Ok. Alors oui, tu n'arrives pas à mettre l'étiquette sur l'objet parce que, pour une raison que j'ignore, c'est sans doute... oui, je sais pas, il y a un dossier fichier, donc c'est un groupe, et dans le dossier fichier, tu as les deux objets. Un peu comme si, ici, je faisais ça. J'active les deux objets avec la touche Shift, voilà. Attends un peu, est-ce que c'est les bons? Non, c'était ceci. Bouchon et ça. Voilà. Je fais objet associé. Et donc, on a un groupe. Et on ne sait pas, en effet, importer une image sur un groupe. Il faut ouvrir le groupe. Et sélectionner un des objets dans le groupe. Voilà. Et là, ça marche. OK. Alors, concernant cet objet d'ailleurs, on a une image et un maillage dans mon cas. Vous voyez? Donc, si vous double-cliquez bêtement sur l'objet là, et vous cliquez là-dessus, vous arrivez au niveau des matières. Et donc, le maillage imprimé 3D ici, je trouve pas ça finalement très heureux. Je vais remplacer ça par autre chose. Voilà. Voilà. Donc, l'étiquette avec la touche Shift pour l'agrandir en gardant les proportions. Bon, essayez de faire quelque chose comme ça. Ce serait intéressant d'ailleurs de grouper les deux objets. Vous avez vu, hein, clic majuscule clic et puis menu objet associé. Comme ça, ils bougent ensemble maintenant. Ouais. Touche S. Bon, en ouvrant l'étiquette dans Photoshop, je me suis rendu compte que j'ai utilisé sur l'objet la version qu'on n'avait pas améliorée par intelligence artificielle, donc elle est fort pixelisée. Mais bon, ça passe pour un mock-up. Mais vous vous souvenez qu'on avait utilisé le super zoom pour améliorer beaucoup cette étiquette que j'avais récupérée du web. Bon, peu importe. Quoi qu'il en soit, en dupliquant le fichier et en demandant dans filtre 3D générer une carte de normale sur base de ceci, juste la forme de l'étiquette blanche sur fond noir, il serait possible donc de faire en sorte que dans dimension, l'étiquette ait une épaisseur. Mais l'idéal, c'est quand même de ne pas utiliser le système qu'on vient d'utiliser là, fichier, importer, placer l'image sur le modèle, parce que ça, c'est très basique. Il faudrait utiliser, si on voulait commencer à mettre une épaisseur sur l'étiquette, il faudrait utiliser plutôt le système de génération des UV et faire ça dans Photoshop. Même chose si on voulait qu'à différents endroits, il y ait différentes étiquettes. Vous avez peut-être remarqué que c'est difficile de placer plus qu'une image sur l'objet. Je ne sais pas s'il y en a certains parmi vous qui ont essayé de mettre une deuxième étiquette éventuellement à cet endroit-là, quelque chose comme ça. Avec le système des UV dans Photoshop, le déploiement UV, ce serait possible, mais ici, ça me paraît difficile. Donc, tout ça pour dire qu'il y a possibilité d'aller plus loin que simplement ça. Voilà.
Vous avez, pas. Soit. Si vous mettez évidemment de la matière transparente, vous allez voir le bouchon à travers. C'est logique. Donc je vous montre rapidement et puis vous testez après. Je vais ici dans Illustrator faire un nouveau document. Commande R, je mets le repère. Et c'est ça, affiché. Et donc là, ils sont déverrouillés, j'arrive à le bouger, parfait. Je vais rapidement aller dans la palette des calques, verrouiller ce calque et en créer un nouveau sur lequel je vais faire un profil. Donc ça va être la même chose qu'avant, sauf que ça va quand même être différent. Alors, je prends la plume, clic, shift-clic, clic, clic, clic. Vous voyez, j'ai pas mis de tangente. Tiens, je vais en mettre là. Avec la touche commande, je peux aller modifier. Éventuellement. Voilà, donc là, je vais réattaquer à 90 degrés le profil. Voilà. OK. Tiens, je vais peut-être agrandir un peu ça par transformation manuelle. Je vais faire une espèce d'assiette. Voilà. Donc, la différence par rapport à précédemment, c'est que j'ai certains des points du profil qui n'ont absolument pas de tangente. Le bas de l'assiette en a, le haut pas. Voyons ce que ça va faire. Avec le panneau 3D et matière, je vais aller créer l'objet 3D ici par révolution. Ah oui, il faut que je lui mette une couleur parce que sinon il est transparent. Donc, on va quand même lui mettre une couleur ici. Voilà, ça c'est l'assiette. Bien. Je vais ici, dans le bas du panneau 3D matière, cliquer sur exportation de l'objet 3D. Le voilà. Il va être exporté dans les paramètres d'exportation en OBJ. Exporté. Je vais l'enregistrer ici dans un dossier spécial. Flacon à cassure, c'est une assiette, mais c'est pas grave. Cassure dans le profil, c'est ça que je veux dire, hein, parce qu'il y a des endroits du profil où il n'y a pas de tangente. Donc, dans Dimension, je vais aller faire Fichier, importer modèle 3D et aller chercher l'OBJ que je viens de générer d'Illustrator. Le voilà, je demande qu'il soit posé sur le sol, je le bouge, touche F. Bien, et c'est quoi la différence ici par rapport à ce qu'on a fait avant? Ben, c'est qu'il y a des cassures et on les voit sur l'objet 3D. Et à l'aide de ceci, la baguette magique, je peux double-cliquer. J'ai taille de sélection de très petit à grand. Voyons ce qui se passe quand je choisis très petit. Pour la baguette magique, c'est une sélection de facettes d'objets, en fait. Hein. Voilà. Je clique, ça n'a pas l'air de marcher, mais je vais augmenter la taille de la sélection en petit. Voilà. Là, on arrive à éventuellement, en principe, on devrait arriver à sélectionner que le bord et ça ne fonctionne pas. Donc, baguette magique, très petit. Ah, il arrive quand même à sélectionner uniquement l'anneau sur le bord de l'assiette sur lequel je vais pouvoir mettre éventuellement une texture spécifique. Voilà. Essayons ça, paillette. Donc, j'arrive à mettre une texture sur une partie de l'objet. Maintenant, avec la baguette magique, je vais sélectionner l'intérieur et je vais lui mettre une autre texture comme... on va essayer de faire un truc pas trop moche. C'est déjà mal barré. Du métal au centre. Voilà. Ok, c'est bien moche. On va mettre du plastique. Ok. Et alors, le bas de l'assiette, là,
toujours avec la baguette magique, je vais le sélectionner et je vais lui mettre autre chose. Ce serait logique de mettre la même matière qu'au centre de l'assiette du plastique, mais bon, comme ça vous voyez. Ah, qu'est-ce que c'est moche. Oui. Et les paillettes sont transparentes, visiblement. Il y a un effet de transparence qui n'est peut-être pas... Non, c'était juste de la réflexion. Voilà, donc quand vous avez un objet avec des cassures comme ça, ben, vous avez la possibilité de mettre plusieurs textures. Ça, c'est intéressant. Je vous laisse essayer, donc, dans Illustrator, de faire quoi que ce soit avec des cassures. Après, on va voir la même chose, mais sur des objets qui sont fournis par Adobe. Ça commence à devenir lourd sur mon ordinateur ici. C'est pas très puissant comme ordinateur. Ok, avec la flèche noire, je vais ici sélectionner l'objet assiette et le dupliquer. Quelque chose qui pourrait aider, c'est d'enlever de l'affichage des autres flacons. Parce que là, on est manié. Donc le groupe ici, je vais l'enlever de l'affichage pour l'instant. Le groupe là aussi, voilà, il n'y a plus que l'assiette. Ça va peut-être aider. Un petit redémarrage de l'ordinateur serait peut-être utile. Hein. Il veut pas, c'est pas grave, on va faire par copier-coller. Édition copier. Édition coller comme occurrence. De toute façon, c'est ça que je voulais faire. Ah, il m'a seulement pris ça. Pas bon ça. Édition, copier, édition, coller comme occurrence. Voilà. Il y avait toujours la sélection de la baguette magique qui était sur une partie de l'objet en fait. Édition, coller comme occurrence. Juste pour vous, que vous vous souveniez comment ça fonctionne. À partir de là, si on change la matière sur n'importe lequel de ces trois objets, ça va les modifier sur les trois. Donc, une baguette magique, elle est en taille sélection très petite, ça pourrait fonctionner. Ok, qu'est-ce qui se passe si on met du gold à la place des paillettes? Personne commence à chanter un peu plus près des étoiles parce que j'ai dit qu'on allait mettre du gold. Vous êtes quand même gentil, hein? Ouais. Est-ce que... C'est un métal géométrique, ça peut être bien aussi. Ouais. Donc, ça l'a modifié sur les trois. Voilà. Ça modifie sur les trois. Or poli. C'est de l'or qui n'est pas vulgaire, il est poli. Bon, sans avoir d'image derrière, c'est pas génial, en fait. Parce que la réflexion de l'or, on ne voit pas grand-chose. Donc, ce serait peut-être bien d'aller ajouter une image d'arrière-plan quand même. Ça aurait été plus logique de prendre la table. Ok. Ensuite, action adaptée à l'image.
Oui, la table n'est pas géniale finalement. Je m'attendais à une table plus intéressante que celle-là. Souvenez-vous de l'éclairage, on peut ajouter des éclairages parce que des éclairages d'appoint en fait. Hein. Finalement, je vais aller chercher une table sur le web. Je suis pas content avec les images qui sont là. Ok. C'est où une image difficile? C'est la fête. I can. Ok. Donc, là, il a fait correspondre l'angle de la caméra par rapport à l'image, ce qui est quand même assez extraordinaire. Hein, quand vous voyez que l'image, c'était un peu penché, pris n'importe comment, mais les assiettes, on a l'impression qu'elles sont quand même dans le même plan que l'image. Donc là, avec la touche Shift, j'active les 3 assiettes et je vais les bouger par rapport à la table. Voilà. Ok. Je vais voir si je peux les agrandir en prenant sur le gizmo le petit carré. Voilà. Bien. Qu'est-ce qui se passe si on ajoute un éclairage? Qu'est-ce qu'on a déjà comme éclairage là? Juste un éclairage directionnel. C'est ce qu'il a considéré comme étant correct par rapport à la photo, mais je peux quand même tenter. Et non. Ok. Quoi qu'il en soit, que vous ayez une image de fond ou pas, je vais vous demander de faire en sorte qu'il y ait plusieurs objets, certains qui sont éloignés de la caméra et d'autres moins. On va faire un petit test avec ça. Donc, si vous n'avez pas d'image de fond, c'est pas grave. En tout cas, il faut un objet proche et d'autres plus loin. Ok, il y a certaines assiettes que je n'avais pas dupliquées avec le système édition collée comme occurrence, et du coup, mais quand j'ai modifié celle de devant, les autres se sont pas modifiées. C'est pas grave, je vais tenter. Ouais, avec la baguette magique, de sélectionner manuellement. C'est là qu'on se rend compte qu'il faudrait vraiment un ordi de dernière génération avec une bonne carte graphique
Donc là, je suis sur un portable. Il y en a parmi vous qui ont déjà utilisé des ordinateurs portables avec une carte graphique externe, éventuellement, pour booster la performance. Vous n'avez jamais fait ça? Vous êtes au courant que ça existe? Ah si, sur un portable, si on veut vraiment avoir la facilité du portable, mais malgré tout la puissance graphique, on peut ajouter une carte graphique externe, en fait. Bon, là, j'ai juste dans Google, pour vous montrer, j'ai tapé ça, et je tombe sur des systèmes, notamment ici, voilà. GPU externe pour ordinateur portable. Je dis pas qu'il faut acheter celui-là, c'est juste ce que j'ai vu lors de ma petite recherche ici. Mais oui, ça existe. Pour ceux qui font de la vidéo, notamment du montage, c'est utile. Alors, on va faire un rendu et le récupérer dans Photoshop. Donc, un vrai rendu, pas juste le rendu rapide qu'on a ici et qu'on peut enclencher juste pour vérifier le ray tracing, les réflexions, les diffractions, etc. Non, ça c'est... Dans la partie conception, on a ce rendu rapide, mais moi, je vais aller dans le vrai rendu ici. Rendu. Donc, ici, il faut décider enregistrer sous. Où est-ce qu'on va enregistrer le rendu? Bon, je vais l'enregistrer dans le dossier flacon à cassure. Voilà. Ici, vous avez PSD 16 bits par couche. C'est ce qu'on va générer comme format d'exportation. Donc, PNG, vous le décochez. PSD, vous le cochez. Nom du fichier exporté, ça va être ça. C'est le nom de la scène. Qualité, je vous conseille plus que fortement de mettre faible parce que sinon, ça va nous prendre beaucoup trop de minutes. Et vous cliquez sur rendu. Et ça va générer un rendu. Et ça va l'enregistrer en tant que fichier Photoshop. Voilà, c'est en train de le faire. Oh, finalement, c'est pas si lent que ça. Ouais, ça va prendre 15 secondes à peu près ici. Voilà, le rendu est terminé et a été enregistré. Et alors, on va aller dans Photoshop l'ouvrir. Il est là. Ouvrir. Bah, celui-là, idiot. C'est pas l'étiquette de savon, je me suis planté, c'est... Où est-ce qu'il est? C'est bon. Il me l'a mis où? Ici. Il a pas fini? Covid. La cassure. Assignment. Ok. Ok, modifier dans Photoshop. Ça, c'est bizarre. Ok, le voilà. En le demandant là de modifier dans Photoshop, j'ai réussi à l'ouvrir, mais est-ce que je l'aurais mis au mauvais endroit? Ah tiens. Ah mais oui, il s'appelle flacon à bouchon, c'est moi qui me plante, évidemment. Voilà, du coup, comme j'ai mal nommé les choses, je me suis planté un peu là. C'est pas grave. Tout va bien, c'est juste moi qui bug, comme d'habitude. Et donc voilà, vous avez votre rendu haute définition. Ça ressemble à des crêpes. J'ai voulu mettre du marbre à l'intérieur, mais ça ressemble à des crêpes à l'intérieur de la site. Bon, ce qui est intéressant ici dans Photoshop, c'est la palette des calques. Vous avez l'image d'arrière-plan, qui est vraiment indépendante des objets 3D qui ont été rendus, comme vous voyez. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire que si on doit faire une correction couleur ou netteté sur un des deux, on va pouvoir le faire facilement. Mais alors, il y a ce
groupe de calques avec les calques supplémentaires. Et là, vous avez notamment le masque de sélection de matière qui va vous permettre, avec la baguette magique, d'aller sélectionner les matières similaires. Baguette magique de Photoshop et dans les options, en décochant pixel contigu. OK. Si vous cliquez sur une des couleurs, ça sélectionne toutes les couleurs identiques dans l'image. Bon, il s'est un peu planté là. Il s'est un peu planté parce que j'ai mal fait les choses au niveau de l'occurrence des objets. C'est pas grave, avec le lasso, je vais aller enlever ça. Et baguette magique, je vais les ajouter avec Shift, ça et ça. Voilà. J'ai fait un rendu très rapide. Il est moche, c'est pixelisé. On est d'accord, mais c'était pour la démo pour que ça aille vite. Donc, grâce à ça, au masque de sélection de matière, j'ai réussi donc à sélectionner les bords d'assiette et on va pouvoir éventuellement bien transformer ceci, clic droit, en un objet dynamique, convertir en objet dynamique, et par exemple aller mettre de la netteté, filtre, renforcement, accentuation. OK, donc un filtre de netteté par exemple, pour aller régler la netteté de cette partie-là, voilà. Ou d'autres types de filtres, peu importe, ou aller changer les couleurs par un calque de réglage. Bon, ça devient du Photoshop, et en principe, vous n'êtes pas trop mauvais là-dedans. Ce qui est intéressant de constater, c'est donc que vous avez la possibilité de faire de la post-production dans Photoshop. Post-production dans Photoshop, ça veut dire que c'est comme ça que ça fonctionne la 3D. Ceux qui ont déjà touché à la 3D savent que toutes les images fixes 3D ou les images animées, il est très difficile d'obtenir exactement ce qu'on veut dans le logiciel 3D. Et donc, que ce soit dans After Effects ou dans d'autres logiciels, on fait de la post-production, dans DaVinci ou peu importe, on fait de la post-production, on corrige les images, on les améliore. Voilà, et ça peut donc être fait dans Photoshop. Bien. Oui, vous avez aussi ce qui permet de sélectionner facilement les objets. Clic. Voilà. Par exemple, ces deux-là. Je vais créer un calque de réglage pour modifier ces deux objets seulement. Quoi? Et parmi les calques supplémentaires, vous en avez un qui montre des informations de profondeur. Mais on n'a pas un objet qui est assez à... Ils sont tous un peu à la même distance finalement dans notre scène 3D, là, les objets. Il faudrait qu'il y en ait un qui soit vraiment à l'avant-plan, l'autre à l'arrière-plan, et on pourrait tester ce qu'on appelle... vous connaissez, certains connaissent ce calque d'information de profondeur. C'est la ZDepth, oui. Ce qui permet notamment dans Photoshop d'appliquer un flou, soit sur l'avant-plan, soit sur l'arrière-plan, en post-production. Mais on retouchera à ça plus tard. Donc, l'essentiel, c'était de voir que dans un rendu Photoshop, vous avez ces calques qui permettent de faire rapidement des sélections facilement sur les matières. Et encore une fois, la matière ici, j'ai un peu foiré le truc.
sur mes deux objets qui n'étaient pas des occurrences dans Dimension, mais bon, malgré tout, on arrive à sélectionner. Vous avez vu.